Bon, vous l'aurez compris au vu de la tête de Barack Obama juste derrière, on est aujourd'hui ici, là, pour se taper une bonne barre. Mais une bonne barre devant des mauvais films. Ce qui semble impossible, mais je vais vous montrer que c'est tout à fait possible. Parce que oui, le cinéma est un endroit magnifique où des fois le mauvais peut devenir quelque chose de terriblement ludique et amusant. Parce que je dis pas, bien évidemment, dans les nanars, il y a toujours moyen de se taper une bonne barre, parce que le film en devient tellement mauvais qu'il en devient finalement bon. Mais ici, j'ai vraiment envie de vous parler de plusieurs films qui fondamentalement sont mauvais. C'est-à-dire que sur le papier, rien ne devrait les sauver. On devrait littéralement avoir envie de fuir la salle lorsqu'on entend rien que le nom du film, et lorsque le titre apparaît sur l'écran, il y a des gens qui sont morts lorsqu'ils ont vu les films dont je vais vous parler ici. Mais, bizarrement, je me tape une bonne barre devant ces longs métrages. Je les trouve tellement mauvais qu'ils en deviennent vraiment drôles, et premier degré, ça n'est même pas dans le sens où ils ont été mal conçus et du coup ils ont des effets qui en deviennent drôles, c'est juste qu'ils sont tellement foncièrement mauvais qu'on ne peut pas s'empêcher de presque avoir le droit à une leçon de cinéma dans le genre du mauvais goût. De se dire que tout est tellement foireux, à côté de la plaque, complètement biaisé, complètement nul, que ça en devient génial et que du coup, on se marre. Ici, j'ai envie de vous montrer à quel point le nanar n'est que la partie immergée d'un iceberg qui consiste à se dire que potentiellement le mauvais cinéma peut être quelque chose d'extrêmement divertissant et devant lequel on va vraiment rigoler. Et je parle pas des nombreuses comédies qu'il existe dans le cinéma français devant lesquelles on va juste être consterné par le niveau des vannes. Non, je parle vraiment de films où ils ont été conçus avec la plus grande foi du monde que c'était des œuvres démentielles qui voulaient révolutionner le cinéma et qui n'ont jamais réussi à atteindre ce stade, mais ont trouvé parmi, on va dire, les étoiles du ciel, une reconnaissance auprès de certains cinéphiles. Et ce sont ces films-là dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Donc 5 films extrêmement mauvais, mais qui en deviennent extrêmement drôles. Le premier que l'on va évoquer est un film légendaire. Je ne l'ai vu qu'une fois, et je peux vous assurer que je m'en souviens encore comme si je l'avais vu hier. Il s'agit de Battlefield Earth, réalisé par Roger Christian, qui est l'un des plus puants films scientologues de l'histoire de l'humanité, porté par un John Travolta persuadé qu'il allait révolutionner le cinéma et lancer une nouvelle saga à la Star Wars, mais qui à la place a donné lieu à l'un des films les plus consternants de l'histoire de l'humanité. L'histoire, on est en l'an 3000, la Terre a été décimée par une guerre dont les Psylos, qui sont les extraterrestres dont on voit la tête dans le film, qui sont des espèces de Rastaman venus de très loin, et on va suivre un homme qui est supposé être le dernier espoir de l'humanité. Vous l'avez compris, on est sur le mythe du héros aux 1000 visages, mais alors dans l'esprit le plus pur et imaginable du cinéma, sauf que c'est aussi un long métrage qui est réalisé avec les pieds. C'est-à-dire que c'est génial, je vous invite, si jamais vous vous plaignez de la mise en scène de Kenneth Branagh sur Thor, à regarder le long métrage de Roger Christian qui littéralement, lui, fait exploser le pied du caméraman parce que le film est constamment penché comme ça. Et quand je dis constamment, c'est pas juste 2-3 plans. C'est assez sidérant, mais à côté, Thor, c'est un magnifique effet de style qu'a mis Kenneth Branagh, parce qu'au moins, c'est à peu près bien dirigé, entre guillemets, l'effet de style de la caméra débulée. Parce que là, vraiment, il y a des moments où la caméra, elle est presque comme ça. On est presque sur une vidéo de téléphone portable à la verticale, ça fait un peu mal au cœur. C'est assez génial de voir que Roger Christian a conçu l'un des films qui, en termes de mise en scène, soit l'un des plus pauvres du monde. C'est-à-dire qu'à part cet effet de style, il n'y a rien dans ce film. Mais alors, rien. Les scènes d'action, c'est magique. On a l'impression de voir un concepteur d'effets visuels qui serait en train de faire une rupture d'anévrisme, mais on le laisserait quand même derrière son ordinateur persuadé qu'il va nous livrer quelque chose de cool. Et constamment, tout du long, rien n'a l'air à sa place. C'est magique, tellement c'est foireux ce film. C'est extraordinaire à regarder. Et je vous parle de la technique, je n'essaye même pas de vous parler de l'écriture du film, qui est littéralement aux fraises, qui passe son temps à digresser. Il y a des séquences dans des bars où les extraterrestres discutent, c'est à mourir de rire, ils sont beurrés avec un espèce de liquide venu du fin fond de la galaxie, on ne sait pas ce que c'est, mais alors franchement ce qu'il doit y avoir dedans, ça doit être magique. Et derrière ça, vous avez ce fameux dernier espoir de l'humanité qui n'en branle pas une, et quand il en branle une, et ben en fait il se fait choper et emprisonner.
Et alors c'est assez hallucinant, mais que ce soit les rip-offs de Star Wars, de Star Trek, de la planète des singes, niveau imagination, on est au niveau 0. Mais c'est tellement foireux que ça en devient drôle. Je veux dire, les séquences où John Travolta est complètement en roue libre, fait n'importe quoi et donne lieu à l'une de ses pires interprétations, à égalité avec The Fanatic. Un jour, il faudra que je vous parle de The Fanatic parce que c'est peut-être l'une des purges les plus immondes de la carrière de John Travolta, à égalité avec Battlefield Earth. Mais alors vraiment, ce long métrage, il est exceptionnel à regarder, rien que pour ces petits morceaux de bravoure où John Travolta fait soit l'extraterrestre bourré, soit l'extraterrestre qui essaye de faire un rire diabolique. Ces séquences-là, c'est du pain béni pour ceux qui ont envie de rigoler et de faire des mèmes. Je comprends même pas qu'il n'y ait pas des mèmes qui soient sur internet de John Travolta en train de rigoler dans Battlefield Earth. Le deuxième film dont je vais vous parler est l'un des films français les plus étranges que je pense on ait pu produire et mettre en place au cœur de notre production. Parce que sur le papier, il y a une bonne idée. Sur le papier. Mais entre les mains de Yann Moix, Cinéman est devenu l'idée la plus pourrie de l'histoire du cinéma français. Et en même temps l'idée la plus géniale parce que ça donne lieu à l'un des films où la technique est autant aux fraises. L'histoire c'est celle d'un prof qui est un peu con et qui va s'avérer être le sauveur de l'humanité, ou en tout cas du cinéma, lorsqu'il va découvrir qu'il a le pouvoir de se téléporter dans les films. Alors sur le papier, c'est le rêve de tout cinéphile de voir un film comme ça se mettre en place. Je veux dire, quoi de mieux qu'un personnage qui se retrouve téléporté dans le monde du cinéma? C'est extraordinaire sur le papier. Tu as l'opportunité de tout faire, de faire des hommages aux films de Cap et d'épée, au western, à la SF, tout ce que tu veux. Sauf qu'entre les mains de Yann Moix, ça devient un film complètement foiré, qui vaut surtout le coup d'œil pour se taper une bonne barre devant la médiocrité technique qu'est le long métrage. Parce qu'il faut savoir que Cinéman a eu visiblement des énormes soucis de prise de son sur le tournage. Et quand je dis des énormes, c'est un euphémisme. Il y a des séquences où tous les dialogues ont été retournés, et alors pour certains, c'est pour rendre hommage à des techniques du cinéma où parfois, dans des vieux films, eh ben, il y a des acteurs, ça se voyait qu'ils étaient redoublés et du coup, on voyait les lèvres qui n'étaient pas synchronisées. Alors, ça, je veux bien que ça se justifie, mais alors là, au sein de ce film, c'est magique. Je veux dire, il y a carrément des séquences où rien ne coïncide. Et on va pas me faire croire que c'est un hommage. À ce stade-là, c'est juste un réalisateur qui est complètement aux fraises, qui ne sait pas diriger son équipe et qui part en cacahuète. Et à côté, vous avez Pierre Richard qui est complètement en roue libre et Franck Dubosc qui fait n'importe quoi. À partir de ce moment-là, vous avez tous les éléments réunis pour en faire un film devant lequel vous allez vous taper une bonne barre et en même temps avoir un petit peu envie de vous ouvrir les veines. Et c'est ça en fait qui rend Cinéman absolument incontournable si on veut voir un mauvais film qui soit tellement mauvais en termes de technique qu'il en devient drôle. Je veux dire, Battlefield Earth, c'est une bonne barre parce que tout est là pour en faire un nanar, mais où ça devient le stade supérieur. Mais alors Cinéman, c'est juste un mauvais film où la technique est complètement pétée et où du coup, ça en devient drôle grâce à ça. C'est extraordinaire comme film, mais devant Cinéman de Yann Moix, je me suis vraiment dit qu'on avait atteint un stade où rien n'allait. Et je remercierai jamais assez Benabar d'avoir balancé cette punchline devant Yann Moix sur le plateau d'On n'est pas couché. Le troisième film dont je vais vous parler est un film plutôt récent. C'est un film que, quand j'ai vu en salle, j'ai pas pu m'empêcher de beaucoup l'aimer. Parce que je ne me suis pas ennuyé une seule seconde devant Gods of Egypt d'Alex Proyas. Parce que Alex Proyas est un cinéaste qui est extrêmement généreux. Et donc il s'est dit que Gods of Egypt allait être certainement l'un des films les plus pétés de l'histoire de l'humanité, mais qu'il fallait que le visuel soit à la hauteur de ça. L'histoire, en des temps immémoriaux où les dieux et les humains cohabitent sur Terre, nous allons suivre le jeune Beck qui va aider le dieu Horus à retrouver ses yeux pour que lui, en échange, sauve sa copine qui est sur le point de mourir. L'histoire est nulle. Bon, ça, on s'en doute. Si vous ne connaissez pas le film plus en détail, allez voir la critique que j'avais fait à l'époque du long métrage. En tout cas, si j'estime que Gods of Egypt est un film mauvais qui en devient drôle, c'est parce que Alex Proyas met tellement d'amour dans le visuel de son film que ça en devient sidérant de se dire que de bout en bout, il cherche à accompagner avec autant de beauté un truc aussi con. C'est extraordinaire, mais alors ça faisait longtemps que j'avais pas vu un scénario aussi débile, écrit avec les pieds et complètement foireux, mais vraiment, Gods of Egypt est un de ces films devant lesquels on est sidéré par la beauté au service de quelque chose d'aussi vide.
Et c'est ça en fait qui est génial avec le film d'Alex Proyas. Du coup, on se marre, on se tape des bonnes barres, on se dit qu'est-ce que c'est que ce film? Je veux dire, j'ai rarement vu des images qui soient aussi léchées pour une œuvre qui soit aussi conne. Bon, derrière, ça en revient au fait que le film est très lisse tout de même en termes de rythme, c'est-à-dire que les plans sont beaux, l'esthétique est travaillée, il y a un petit côté kitschouille, mais qui passe plutôt bien parce qu'on sent que c'est à moitié voulu de la part de l'auteur, et derrière, vous avez Nicolas Coster-Waldau et Gerard Butler qui sont complètement roulis, qui font n'importe quoi en mode « This is Sparta », mais en mode « Je suis un dieu ». C'est sidérant de voir à quel point ce film aligne les mauvaises idées, mais pour autant cherche dans un acharnement quasi divin à faire en sorte que ça soit tout de même élégant, beau et stylisé. Donc du coup, ça en devient drôle, parce qu'on se dit, c'est quand même fou que ce film soit aussi mal écrit, mais aussi bien mis en scène. Et moi, c'est ça qui me scotche devant Gods of Egypt et qui fait que je ne peux pas m'empêcher de rigoler devant. C'est cette impression qu'un auteur est tellement investi par un espèce de pouvoir divin de vouloir rendre cette œuvre belle qu'il en oublie derrière que c'est écrit avec les pieds et que ça n'a aucun sens. Et ça, c'est extraordinaire. C'est encore plus extraordinaire lorsqu'on lit à quel point Alex Proyas a voulu démonter tous les critiques qui avaient dit que son film c'était une énorme daube parce que soi-disant on ne laissait pas de liberté à la créativité et à l'originalité. L'originalité en termes de mise en scène, oui, Alex Proyas. L'originalité en termes d'écriture, elle n'est pas là dans Gods of Egypt. Désolé. Le quatrième film que je vais vous évoquer est un film que je pense beaucoup d'entre vous ne vont pas trouver mauvais. En soi, je les comprends. Je suis même le premier à trouver Van Helsing plutôt classe. Parce que finalement, Stephen Sommers a fait de Van Helsing un film plutôt classe. Mais assez débile finalement. C'est peut-être pour ça que du coup, Van Helsing en est drôle au bout d'un moment. Il est tellement dans la surenchère, que ce soit en termes de dialogue, en termes d'effets spéciaux, en termes de style, que ça en devient divertissant. Et c'est presque bizarre finalement de voir Stephen Sommers, qui a tout de même conçu La Momie comme étant quasiment un hommage donc à tout un cinéma de cascade qui est proche plutôt de la comédie que vraiment de l'action, donnant lieu à un divertissement qui soit assez jouissif, voire prendre un sujet aussi sérieux au premier degré, ça en devient presque drôle parce que du coup, tout semble constamment en roue libre. Et nous, on est devant ça et on se dit « Waouh, c'est complètement fumé ». Alors l'histoire, vu que je ne voulais pas résumer, en gros, c'est celle de Van Helsing qui se retrouve à devoir aller en Transylvanie pour traquer le comte Dracula. C'est extrêmement simple. C'est un de ces films devant lesquels on est assez scotché parce que on sent que Stephen Sommers, il se met au service d'un récit qui est vraiment réduit à son essence la plus pure, c'est-à-dire une chasse de monstres, et que derrière, il enchaîne les dialogues complètement cheesy, les répliques complètement fumées, les instants quasi romantiques et un peu suspendus où on se dit « Oh là là, c'est quand même complètement pété, j'y crois pas une seconde ». Et le film va constamment de l'avant dans cette optique-là et c'est assez jouissif en un sens à regarder parce qu'on se dit que aligner autant d'idées qui ne fonctionneraient pas normalement pour que ça donne un divertissement qui soit plus drôle que finalement sérieux, c'est ça qui donne du cachet à Van Helsing et qui fait que je pense encore aujourd'hui, le film est apprécié de pas mal de personnes, y compris de moi. Personnellement, je fais partie de ceux qui adorent mater Van Helsing avec beaucoup de second degré, mais en se disant que quand même c'est un film qui est sacrément divertissant, sacrément entraînant et sacrément jouissif à mater. Et c'est ça peut-être qui fait la qualité de cette œuvre, qui certes est complètement crétine si on s'arrête vraiment au scénar, mais qui entre les mains de Stephen Sommers devient un divertissement devant lequel on s'éclate et on se marre vraiment. Et alors le dernier film que j'ai choisi de vous évoquer, c'est un de ces moments de cinéma devant lesquels je suis resté sidéré à la fin par tant de maladresse et en même temps de beauté dans la laideur. Il s'agit de Mortal Kombat Destruction Finale ou Mortal Kombat Annihilation de John R. Leonetti. L'histoire, après avoir donc gagné le Mortal Kombat, eh ben, Raiden en fait se retrouve face à Shao Kahn qui lui dit « Non, non, tu n'as pas gagné et ils vont tous finir à mes pieds. » Je sais pas comment résumer Mortal Kombat Annihilation mieux que ça. C'est extraordinaire de nullité. Et ce qui est assez génial, c'est que John R. Leonetti a tellement marqué les esprits que malgré ça, il a quand même réussi derrière à être un directeur de la photographie majeur du cinéma de James Wan, en étant notamment celui qui s'occupait de la direction de la photo des Conjuring. Et il a quand même réussi du coup à regagner assez de cachet pour pouvoir se permettre d'être à la direction du long métrage Annabelle, qui est encore aujourd'hui considéré comme étant un des plus mauvais films d'horreur de notre époque. Et c'est largement mérité. Ce qui n'empêche pas d'avoir quand même des
des productions comme Netflix qui l'appellent pour lui dire « Viens réaliser The Silence ». Et moi, ça me sidère. Ça me sidère juste parce que Mortal Kombat Destruction Finale est un film qui est moche, mais vraiment laid. C'est un film laid et qui aligne tout ce qui fait une œuvre débile. J'ai rarement vu un film aussi débile, que ce soit les séquences où Raiden se fait enlever ses pouvoirs par les dieux et qu'il arrive avec une nouvelle coupe. Et ce qui me scotche encore plus, c'est que c'est le papa de Dexter qui joue Raiden. Il y a un bug dans la matrice, et derrière ça, que ce soit tous les changements d'acteurs qu'il y a eu, que ce soit les personnages genre Jax qui pop et qui balancent des vannes complètement nulles tout du long, que ce soit mais tous les persos secondaires qui pop de nulle part, qui arrivent et qui font « Hey coucou, on va faire un caméo !» Le film en est tellement nul qu'il devient vraiment l'une des plus grandes barres de rire que vous allez vous taper de votre vie. Le film est vraiment hilarant. C'est génial de voir à quel point un cinéaste, jusque dans son final qui est littéralement une bataille de monstres, mais alors les monstres les plus moches du monde. Et encore une fois, je répète ce qu'a dit le joueur du grenier, c'est une boîte française qui a fait ses effets spéciaux, nom de Dieu. Mais tout est extraordinairement nul dans ce film. Je veux dire, même Battlefield Earth, qui est littéralement une daubasse venue de l'enfer, n'est rien à côté de Mortal Kombat Annihilation, qui vraiment est peut-être l'un des films les plus nuls du monde, mais en devient l'un des films les plus drôles à regarder. Vraiment, regardez-le beurrer, vous allez vous taper la barre de votre vie. C'est un film extraordinaire de nullité qui ne demande qu'à vous tendre les bras pour que vous le preniez et que vous le regardiez. Bon bah voilà. Ce petit voyage au travers des mauvais films se termine. J'espère encore une fois qu'il vous aura plu et que vous aurez vu quelques films qui potentiellement vous intéressent. Bon, encore une fois, ce sont des films mauvais à la base ou alors des films qui ne sont pas forcément conçus de la meilleure manière possible. Je mets un peu Van Helsing de côté parce que tout de même Van Helsing, ça reste quand même un film assez divertissant. Mais pour beaucoup, ça reste tout de même un mauvais film, ce que je peux comprendre. Mais sinon, les autres, ouais, ce sont des films qui sont vraiment complètement à côté de la plaque, mais qui en deviennent quasiment hilarant. Ça en devient des comédies tellement c'est génial. Donc, n'hésitez pas à essayer de les mater. Bon, par contre, matez-les avec des potes parce que sinon vous risquez vraiment de vous ennuyer. Ça je peux vous l'assurer. Surtout le dernier. Hein. Je l'ai maté seul, ça fait mal. Ça fait très très mal. Et n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires les films que vous estimez être drôles alors qu'ils sont vraiment mauvais. Ça, je pense qu'il y aura moyen qu'on se tape des barres. Ouais, j'en mettrai peut-être certains. Si mon cœur arrive à tenir le coup devant ces films. Et d'ici là, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois, regardez des films parce que c'est bien de regarder des films et on se retrouvera ici pour parler de films et de cinéma, bien évidemment. A plus. Ah là là, bon allez sur ce, je vais aller mater d'autres mauvais films parce que c'est ça qui est génial, les mauvais films n'ont aucune limite. Aucune limite. Aucune limite.